Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle émission cette semaine, mais même programme que d'habitude. On va vous donner quelques news du monde du cinéma et des médias, on fera une petite review de Ant-Man, ainsi que d'Alibi.com 2, et puis on finira par la chronique télévision. Toujours accompagné de mon fidèle acolyte qui est heureusement là pour corriger mes erreurs de story Instagram. Comment vas-tu mon cher David ? Eh ben ça va très bien. Beaucoup de petites news à distiller cette semaine, c'est trop bien parce que en fait l'info ça bouge tout le temps, même en matière de médias, de cinéma, de séries, donc c'est chouette. Ouais, carrément. On a beaucoup de choses à dire et en plus on a encore eu les news au dernier moment comme d'habitude. En tout cas, on y va, on va passer à nos news, c'est parti. Première news, c'est moi qui commence avec Apple qui va devoir passer à la caisse. Ayant fait plus de 5 millions de chiffres d'affaires en 2022, Apple est obligé à présent de contribuer au renforcement de fiction française. Comme Netflix, Prime Video ou encore Disney+, Apple TV va créer ou supporter des programmes en France. A savoir que l'application n'est pas disponible partout pour le moment, un forfait coûte à peu près 6,99€ par mois et ne contient que des programmes exclusifs à Apple. J'ai découvert ça il y a pas longtemps parce que j'ai pris un abonnement, 3 mois gratuit quand on achète un support Apple, on a acheté un iPad récemment, et en fait il y a que des services Apple sur Apple TV+, le reste est payant. Si tu veux regarder un film qui n'appartient pas à Apple, en fait c'est payant, et les seuls programmes qui sont disponibles gratuitement, en tout cas compris dans le forfait, sont des programmes à Apple TV+. Alors je sais pas si toi ça t'intéresse, moi je trouve que les programmes sont hyper intéressants sur Apple TV+, malheureusement c'est pas dispo partout, je suis obligé d'utiliser ma PS4 par exemple, alors que j'ai une Android TV, et du coup l'application n'existe pas. Alors moi, mon histoire avec Apple TV, c'est un gros acte manqué. Si notre ami Sylvain nous écoute, il va m'en vouloir parce qu'il le sait. Étant lui-même possesseur d'une PS5 et moi d'une PS4, il y avait eu une offre il y a quelques mois. Les détenteurs de PS5 avaient le droit à 3 mois d'Apple TV gratuit. D'accord. Donc il me l'a dit, il a adoré, et je crois que du coup il s'est abonné par la suite, si je dis pas de bêtises. Et il m'a dit, bah profites-en, toi t'as un mois sur PS4, fais-le. Je l'ai fait et j'ai jamais regardé. J'ai parcouru l'interface, j'ai vu qu'il y avait plein de choses. En plus, il y a des choses qui me tentaient. Il y a vraiment des choses que j'avais envie de voir. Et puis, en fait, pris par le rush de plein d'autres choses à faire, je me disais, ah oui, il faut que je lance. Et en fait, malheureusement, c'était surtout des séries qui me tentaient. Ouais. Et je me suis rendu compte que, en fait, au bout de 10 jours, il restait plus que 10 jours. J'avais peur de pas avoir le temps de les finir. Donc, voilà. C'était un acte manqué. J'étais très surpris. Pas ni agréablement ni désagréablement, mais je pensais pas qu'il y avait que du contenu Apple et j'avais découvert ça. Donc c'est vrai que c'est assez audacieux parce qu'on est à milieu de ce que font les autres plateformes. Du coup, je regrette un petit peu d'être passé à côté, mais je me dis que voilà, j'aimerais bien me faire une petite session 1 ou 2 mois pour voir vraiment ce que je veux voir. Il y a notamment le film Tetris là qui va arriver dessus. Oui, tout à fait. Et la bande-annonce fait vachement envie parce qu'au début, je me disais attends, comment ils vont faire un film sur des blocs, mais c'est l'histoire du jeu Tetris. C'est ça. Du coup, c'est très différent et j'ai super envie de le voir. Donc je pense que un petit abonnement peut-être à l'été là quand je serai en vacances. Pour en profiter un petit peu entre 2 séances de plage, ça peut être à étudier. Ouais, carrément, surtout que j'ai des petites recos, là j'ai fini les 2 premières saisons de Ted Lasso, la 3e arrive là bientôt, et c'est vraiment une super série, à voir plutôt en VO, parce qu'il y a pas mal de références et de jeux de mots à la pop culture américaine et anglaise, et c'est vraiment super drôle. Et ensuite j'ai commencé Severance, qui est vraiment une série très compliquée, mais vraiment très sympa, et cinématographiquement parlant, c'est vraiment très intéressant. Et comme tu le disais, il y a le film Tetris, et il y a surtout il y a aussi un film Ghost, qui arrive bientôt avec Ana de Armas et Chris Evans, une comédie un peu espion, qui a l'air vraiment très sympa. Donc il prévoit un peu de tout, et donc là on va avoir nos premières séries et films français qui devraient arriver sur la plateforme d'ici l'année prochaine. On passe à ta news, mon cher David, et tu vas nous parler d'un célèbre détective qui revient sur grand écran. C'est un célèbre détective, mais peut-être pas le plus célèbre que vous connaissez, et pourtant il a engrangé 431 millions de dollars au box-office en 2019, l'année de sa sortie. C'est Détective Pikachu qui revient. On a eu l'information officiellement de la part de Legendary Pictures, qui est donc le producteur du film. Alors ça, c'est la seule info officielle qu'on a. Détective Pikachu va revenir. Maintenant, il y a toutes les infos officieuses que plein de sites aux États-Unis ont extrait. Alors on va dire, on pense que c'est des bruits de couloir que le studio a fait courir au moment de l'annonce pour que on va dire les journalistes aient quelque chose à se glisser sous la dent. Donc attention, tout ce que je vais vous dire là maintenant c'est au conditionnel, mais il y a de grandes chances que ça ait lieu. Alors le réalisateur de ce nouveau film, ce ne serait plus Bob Letterman qui était le réalisateur du précédent, mais ce serait Jonathan Kryzell. Ce nom ne vous dit probablement rien, tout simplement parce qu'il n'est vraiment pas connu du tout chez nous. Ce serait son premier long métrage. Il a surtout participé à des séries, donc Baskets, avec un S, si vous connaissez, moi je connais pas personnellement, mais bon, on a Ghost, on a Portlandia également, et il a réalisé beaucoup d'épisodes du Saturday Night Live, cette émission culte des États-Unis, aux États-Unis, et le scénariste ne serait autre que Chris Galletta,
qui est aussi un novice dans le monde du cinéma, mais qui lui est scénariste des Saturday Night Live. C'est lui qui écrivait le show. Donc en fait, ils seraient réunis tous les deux pour créer ce Détective Pikachu 2. Alors... moi j'ai pas d'avis, je me dis que forcément quand c'est quelqu'un de chevronné on a toujours un peu plus confiance, mais en même temps il faut bien donner sa chance à de nouveaux réalisateurs. Là c'est vrai que c'est une franchise qui a quand même relativement bien fonctionné dans le monde, puisque le film a coûté environ 150 millions de dollars, il en a rapporté 431 millions, donc c'est plutôt plus que correct. Un bon score pour Warner, qui avait voulu lancer une suite tout de suite, mais il faut rappeler qu'il est sorti en mai 2019 et que la crise Covid est arrivée par la suite, et depuis c'est vrai que c'était gros pour l'interrogation. Faut rappeler que le film d'ailleurs s'appelle officiellement Pokémon Détective Pikachu. C'est volontairement qu'il ne s'appelle pas juste Détective Pikachu, parce que Détective Pikachu c'est le nom du jeu sorti sur 3DS. Et du coup pour que les gens quand ils tapent sur internet ils avaient pensé à ça, mais bon moi le premier quand j'ai préparé ma news j'ai tapé Détective Pikachu 2 et ça m'a rappelé attention le film s'appelle Pokémon Détective Pikachu. Théoriquement il y a quand même de très 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 grandes chances qu'on retrouve Justice Smith et Ryan Reynolds. Là aussi rien d'officiel, mais on voit mal comment on pourrait se passer d'eux. Alors, sans dévoiler la fin du film, c'est vrai qu'on se demande un petit peu qu'est-ce qui va se passer, puisque théoriquement, il n'y a plus de Pikachu. Il n'y a plus de Pikachu à la fin. Enfin, plus de détective Pikachu, en tout cas. Pikachu, voilà. Donc, à voir ce que ça va donner. En tout cas, moi, je suis assez enthousiaste parce que c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Il est repassé à la télé récemment. Et d'ailleurs, on rappelle, la page Wikipédia rappelle que le film a fait 1 700 000 entrées en France, ce qui, pour un film comme ça, est plutôt correct. Alors, c'est pas un succès énorme, mais ça reste tiré d'une franchise de jeux vidéo, certes populaire, mais on sait que les consommateurs de Pokémon ne sont pas en cartes, en jeux vidéo ou autres, ne sont pas forcément des gens qui vont tous au cinéma. Donc c'est pas mal du tout. Et que pour sa première diffusion le 29 décembre 2021 sur TF1, il a fait presque 2,5 millions de téléspectateurs en prime time, un mercredi soir pendant les vacances, ce qui était pas mal du tout. Et d'ailleurs la chaîne s'y est pas trompée puisqu'elle l'a rediffusé un après-midi cette année en 2022. Et donc visiblement Justice Smith et Ryan Reynolds devraient être de retour, sachant que là cette fois-ci ce sera un scénario original, puisque le premier était complètement le miroir du scénario du jeu vidéo sur 3DS. Je savais pas. Et enfin bon, avec évidemment des petites subtilités, mais de base c'était la même chose. Et là du coup ce sera complètement différent. Attention, tournage prévu fin 2024 pour une sortie fin 2025 ou début 2026. Si vous êtes enthousiaste comme moi, vous avez le temps de pas trop vous emballer quand même. C'est pas pour tout de suite. Et bah nickel, on a une petite dernière news dont on va vous parler. On l'a eu en commun du coup, puisque on a eu l'info à peu près en même temps. On voulait vous parler d'une nouvelle plateforme qui allait être gratuite, mais pas pour tout le monde, puisqu'il s'agit de Oki. Exclusivement disponible pour les abonnés free. C'est ça, alors c'était l'annonce surprise du jour où on enregistre, mardi 7 mars, 9h30 du matin. Free l'avait annoncé, et c'est vrai que c'est, on va dire, une sorte de plateforme AVOD qui, comme par hasard, arrive quelques jours après le fait que Xavier Niel n'ait pas pu avoir les fréquences M6, la fréquence de la chaîne M6 qu'il souhaitait, et du coup, il avait annoncé que du coup, il y aurait une grande annonce dans le monde des médias, et je pense que c'est une manière pour lui déjà de mettre un pied encore plus dans le monde de la télévision avec cette nouvelle plateforme qui arrive. Surtout que Salto, en plus, vient de mourir, malheureusement, et que ce créneau-là est tout à fait récupérable, surtout que celui, là, pour l'instant, ne se lance pas vraiment sur le marché énorme des plateformes, puisqu'il reste bloqué, entre guillemets, aux abonnés free. Il offre la plateforme est offerte pour les abonnés, donc vous ne payez rien en plus. Alors, il promet des blockbusters, des séries cultes, des comédies, des thrillers, des dessins animés, des dramas, avec ce nouveau service, free. Et le premier opérateur a proposé à ses abonnés une offre ciné-série aussi large, accessible sans surcoût et en illimité. Tout ça est revendiqué par la société dans un communiqué, bien évidemment. Donc c'est disponible dès aujourd'hui et vous y avez accès via vos box free ou alors via vos smartphones et tablettes ainsi que télévision connectée tant que vous avez vos identifiants free. Alors, il y a eu quelques annonces de films, Limitless, Triple X, Godzilla, Hellboy, Kursk. On aura aussi Rencontre du troisième type, Dracula, Mémoire d'une geisha. Quelques séries anglophones, Startup, Taken, A Very English Scandal. Et puis, encore des films jeunesse aussi, de Labyrinthe, Tintin, Stuart Little 2, ce genre de choses. Quelques comédies françaises aussi, comme Halal, Police d'État ou Les Gorilles. Alors... tout ça, c'est dans la lignée, encore une fois, de la perte de Salto. Est-ce qu'il y a eu des films, des séries récupérées peut-être à bas prix par Xavier Niel? On se le demande. Et il y a aussi, à mon avis, un écho avec une de tes news télé qu'on garde pour un tout petit peu plus tard. Quand je viens de lire du coup la série Taken. C'est exactement ce que ça vient de me tilter, mais on y reviendra après. Restez connectés avec nous. De toute façon, vous serez au courant si vous allez jusqu'à la fin du podcast.
On en a fini avec les news, parlons tout de suite de notre gros sujet. Parlons donc de ces deux films que nous avons vus récemment, toi et moi, Alibi.com 2, ainsi que Ant-Man et la Guêpe, Quantum Mania. Alors, pour Alibi.com 2, c'est le nouveau film de la bande à Fifi qui s'est fait connaître sur Canal, puis avec Babysitting, Babysitting 2, Alibi.com, ou encore Super Héros malgré lui qui était sorti juste après le Covid. Une équipe de potes qui aiment les blagues premier degré et un niveau de régression qui leur rend les comédies accessibles à tous et très populaires. Alibi.com 2, ça raconte la suite du 1, Greg a laissé tomber sa boîte qui crée des alibis pour les gens qui voulaient mentir à leurs proches, et il va se marier. Malheureusement, ses parents ne sont pas fréquentables et il va se lancer dans un dernier mensonge pour ne pas les avoir à son mariage. On va commencer par toi, qu'as-tu pensé de ce Alibi.com 2 ? Et ben moi, c'est un très 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 bon moment en salle de rire. Alors évidemment, on n'est pas là pour voir du Kubrick ou pour voir voilà, une réalisation incroyablement léchée, mais c'est très 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 efficace. Moi, je me suis marré vraiment énormément. C'est un gag toutes les 5-10 secondes, hein, vraiment. Il n'y a aucun répit. Alors forcément, dans le lot, il y en a des meilleurs que d'autres, mais en même temps, il y en a qui sont... tout le monde rigole pas au même, c'est-à-dire que c'est plusieurs types d'humour mélangés, c'est quand même souvent très absurde. Moi, je l'ai vu un jour où la salle n'était pas forcément remplie ici, j'avais un peu choisi mon horaire parce que je savais qu'il marchait très bien, et je me suis dit, bon, je vais venir à cette séance où il y a un peu moins de monde, mais la vingtaine de spectateurs présents quand même était hilar. Vraiment, ça fonctionne très très fort. Je suis vraiment heureux de voir cette bande unie, heureuse de travailler ensemble aussi, parce que, alors c'est vrai que ça peut faire écho un petit peu, moi ça me fait penser un peu aux Splendides dans les années 70, c'est-à-dire ce groupe de 5-6 acteurs très amis, très potes, et qui ne font des films qu'ensemble, ou presque, pour l'instant, et c'est vrai que c'est chouette de se dire que ça fait des années que ça dure, et que malgré tout ils restent potes, ils restent soudés, ils continuent de faire des films ensemble, ils n'ont pas vraiment de velléité d'aller faire des choses chacun de leur côté, et voilà, l'humour, bah voilà, un peu des inconnus. D'ailleurs, il y a Didier Bourdon qui est dedans. On peut y voir aussi un côté des nuls, mais finalement un côté très bande à Fifi. Le Splendide aussi. Le Splendide aussi également. Donc pour moi, faut vraiment comédie super efficace. Et je vais te laisser donner ton avis, mais c'est vrai que je trouve que ça fait écho à d'autres petites choses qu'on a actuellement dans l'actualité cinématographique qui fait que ça fonctionne à mon avis. Eh ben écoute, moi je suis vraiment super content. J'étais moins... Alors, je connais moins la bande à Fifi que toi, je les ai vus vite fait à la télévision, Babysitting ça m'a fait rire sans plus, le deuxième m'a un peu laissé sur le côté, mais j'avoue qu'il y a quand même pas mal de blagues qui fonctionnent très bien, et là pour le 2, ils ont vraiment pris le meilleur de ce qu'ils savent faire d'habitude. Il y a des rappels au premier sans forcément qu'on soit obligé de l'avoir vu, il y a surtout des rappels à des blagues au début du film, enfin faut bien comprendre qu'effectivement il y a une blague toutes les 5-10 secondes, mais parfois vous avez des blagues qui sont des échos à des blagues du début du film, ou parfois des rappels du début du film, où on se dit mais attends mais qu'est-ce que ça vient foutre là, et en fait tout est préparé vraiment à la manière de... Enfin c'est vraiment de la chirurgie presque de précision, de préparer une blague, on a l'impression parfois que les blagues sont prêtes et qu'ils essayent de coudre un scénario tout autour, parce que vraiment c'est des enchaînements de sketchs les uns après les autres, et c'est vraiment très très drôle. Encore une fois on a cette bande de potes, ils ont tous l'air contents d'être là, ils aiment jouer ce qu'ils font, alors ils jouent pas très bien, il y a des niveaux de jeu qui sont assez moyens, notamment Philippe Lachaud qui de temps en temps voilà est pas au niveau on va dire d'un cours Florent si je peux me permettre, mais voilà franchement c'est vraiment chouette de voir que avec un peu de blé et le soutien du cinéma français on arrive à faire des comédies comme ça qui rejoignent vraiment tout le monde. On a des enfants de 7-8 ans qui peuvent rigoler à des blagues pipi caca comme des grands fans de 40-45 ans qui aimaient justement les nuls ou Splendides et qui vont se retrouver là-dedans, et j'ai vraiment trouvé ça chouette. C'est difficile d'en dire plus parce que ça reste une comédie, hein, donc voilà, vous allez le voir, vous marrez, mais vraiment j'ai rigolé à gorge déployée dans la salle, alors que d'habitude j'essaye d'esquisser un sourire sur une comédie au cinéma pour pas gêner les gens, mais là vraiment, il y a cet engouement et on rigole vraiment à gorge déployée parce qu'il y a des blagues auxquelles on s'attend pas, quoi. Et ce qui est chouette, c'est que ça marche, et que ça marche vraiment très fort. Alors, les deux précédents films, pour moi, étaient vraiment géniaux. J'ai adoré Nicky Larson et Super Héros malgré lui. Mais il faut avouer que c'est Philippe Lachaud, il a dans nos âges, enfin, il est un peu plus vieux que nous, il est de 1980, je crois. Mais il a grandi avec le Club Dorothée, il a grandi avec les mangas, il a grandi avec les Marvel. Et c'est vrai que le reproche qu'on peut faire à Nicky Larson et à Super Héros malgré lui, c'est que certaines personnes se sont dit « Oh, bah c'est pas pour nous, ça. C'est niche. On connaît pas la licence, etc. » Moi, je viens voir les Philippe Lachaud toujours avec mon parrain, ma maman, qui ont 60 ans passés. Ils sont venus voir Nicky Larson, ils sont venus voir Super Héros malgré lui. Ils ont rigolé tout le long. Alors évidemment, ils ont pas forcément compris les vannes. Tiens, c'est Logan, des vannes très Marvel centrées, mais c'était des clins d'œil, des petits trucs qui faisaient que ça n'empêchait pas d'aimer le film et de l'apprécier, bien au contraire. Mais là,
En fait, beaucoup de gens, je pense, se déplacent parce qu'ils disent, Alibi.com, il n'y a pas besoin de toutes ces refs. Et il était autour des 2 millions d'entrées. Là, il va les exploser avec Alibi. 2 millions sur les 2 films précédents. Et c'est vrai que je pense que c'est assez une bonne idée d'être sorti la semaine après Astérix. On a l'habitude, hein. Studio Canal sort les films de Philippe Lachaud toujours la semaine après une grosse comédie. Soit ça sort après Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, soit ça sort après Danny Boone. Ouais. Et là, ça sort après Astérix. Et c'est vrai que du coup, on a un petit peu cet effet miroir de Alibi.com 2, d'ailleurs, qui sont très comparés sur les réseaux sociaux, qui a coûté beaucoup moins cher et qui marche. Alors, on ne sait pas s'il va dépasser Astérix, Astérix, c'est loin d'être un flop quand même. Faut rappeler qu'il fait des bons scores. Oui. Et il marche et il y a cette comparaison, on rigole beaucoup plus. Bon, c'est pas les mêmes effets spéciaux, c'est pas la même histoire, mais on peut pas s'empêcher de les comparer l'un et l'autre. Et tous les détracteurs d'Astérix se sont mués parfois en adorateurs d'Alibi.com, bien que les films soient assez différents. Et en fait, la communication érodée, ça marche, et on va les avoir quasiment tous les ans. Super Héros Malgré Lui, c'était l'année dernière. Là, on a Alibi.com 2. Actuellement, si vous les suivez sur les réseaux sociaux, ils sont sur le tournage de 3 jours max, la suite de 30 jours max de Tarek Boudali. À titre personnel, je préfère vraiment les films de Lachaud à ce Tarek Boudali. Je suis d'accord. Épouse-moi mon pote et 30 jours max me font moins rire. C'est des comédies sympathiques, et encore que la première était peut-être pas forcément de très bon goût, mais toujours est-il qu'il y a des gens qui vont venir le voir et que il y a cet effet boule de neige là. Dernière petite info, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais Philippe Lachaud a été contacté pour jouer Jean-Luc Delarue dans un biopic qui raconte la face sombre de Jean-Luc Delarue. On rappelle, il est mort en 2012 d'un cancer, mais il y avait eu toute une histoire de drogue autour de lui dans les années 2010, 11, 12, et Philippe Lachaud a refusé. Il a dit non, moi j'ai pas envie pour l'instant de jouer un rôle dramatique. J'ai envie de faire que des comédies, que des trucs qui font marrer les gens. Et c'est vrai que c'est un peu à contre-courant de ce qu'on entend souvent les acteurs de comédie. On a l'impression qu'il faut absolument qu'ils aient leur film dramatique dans leur vie. Et là, je trouve ça assez sympa qu'à l'inverse, ils disent non, je veux faire marrer les gens. Je me sens pas de faire ça pour l'instant. Donc c'est vraiment pour moi un feel-good movie par excellence, Alibi.com 2, que je vous encourage à aller voir si vous l'avez pas vu. Et je tiens à rajouter, avant qu'on termine sur Alibi.com 2 et qu'on passe à Ant-Man, la relation entre les deux personnages, celui de Greg et de sa copine dont j'ai oublié le prénom. Dans le film, je sais pas, mais Élodie Fontan. Élodie Fontan, tout à fait. Je trouve que ça fonctionne tellement bien. La scène où ils font le ménage sur la musique de Céline Dion et Jean-Jacques Goldman est vraiment très 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 drôle. Tout le système de tu m'as fait une crasse, je t'en fais une aussi, et ça escalade comme ça, c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler le couple, le couple goal, quoi. Vraiment l'entente cordiale qu'on pourrait avoir, l'entente vraiment hyper bénéfique qu'on pourrait avoir dans un couple, et je trouve ça vraiment chouette. Et d'ailleurs, je me demande, la scène finale, juste après l'annonce d'Alibi.com 2, je sais pas si tu penses comme moi, mais j'ai l'impression que c'était pas forcément prévu, en tout cas pas aussi gros. Et elle a ce sourire, elle rigole vraiment comme si elle s'était fait avoir, et vraiment c'était hyper drôle et hyper touchant de voir que les acteurs s'entendent aussi bien. Il faut savoir qu'ils sont mari et femme dans la vraie vie, et ça se ressent, et vraiment c'est top de voir autant d'alchimie. D'alchimie, merci. D'alchimie autour de deux personnages, et ça c'est vraiment chouette. Ouais, et on s'est fait la réflexion avec ma compagne en sortant, on s'est dit que vraiment ça nous briserait le cœur si un jour dans la vie on apprenait qu'ils se séparent. Mais complètement. Tellement, c'est un couple, ils ont l'air, alors ils se sont rencontrés en 2015 sur Babysitting 2, donc ça fait déjà 8 ans, ils ont eu un enfant il y a 2-3 ans, et apparemment dans la vraie vie, ils s'amusent à se faire des crasses aussi, aller voir leur Insta à l'un et à l'autre, où on les voit se faire des petites crasses à l'un et à l'autre, et en fait on sent, forcément... la scène, j'y pensais, la scène de Céline Dion, là où ils font ça, où ils improvisent forcément des trucs, parce qu'ils se connaissent par cœur, parce qu'ils s'aiment, et puis parce qu'ils savent comment l'autre fonctionne. Et moi, vraiment, je les vois tous les deux, je me dis, ils sont trop mignons. On a vraiment envie que ça dure toute la vie entre eux. Si vous nous écoutez, Philippe Lachaud et Élodie Fontan, tenez bon. Mais blague à part, j'ai envie de parler de la scène finale, qui est quand même absolument... millimétré, je sais pas, la scène, alors des deux mariages, allez, sans trop aller dans du spoil, où là, il y a des gags, des ralentis, des effets spéciaux qui s'enchaînent, et ça c'est top. Donc voilà, évidemment, je l'ai vu, j'ai vu Babylone 2 jours après, on peut pas comparer l'un et l'autre, je me suis fait toper sur les réseaux sociaux parce qu'il y en a un qui m'a dit que c'était pas du cinéma, Alibi.com, je trouve ça hyper élitiste, et c'est n'importe quoi. On peut pas comparer les deux, mais il faut tout. On a besoin de tout. Vous avez l'affiche de Super Mario derrière nous pour ceux qui nous regardent en vidéo, et ce sera pas la même chose que The Fabelmans ou que Knock at the Cabin, et pourtant on peut aimer tout. Donc j'ai adoré Babylone, et j'ai pris mon pied devant Alibi.com 2, les deux sont possibles.
Complètement. Bah écoute, c'est une belle conclusion pour ce film Alibi.com 2, on vous conseille en tout cas d'aller le voir tous les deux. Et puis voilà, si vous le voyez, il doit forcément être en salle à l'heure où vous nous écoutez. Donc foncez le voir, vraiment, ça vaut le prix que vous allez en payer, quel que soit le cinéma dans lequel vous allez vraiment passer un super bon moment. Et voilà. On change d'ambiance. Et encore, on reste sur la comédie familiale normalement. On va passer à Ant-Man et la guêpe Quantum Mania. C'est le 3e opus de l'Homme-Fourmi, le premier film de la phase 5 et le 31e film du MCU. Ça commence bien. Scott Lang, le héros, vit une vie paisible jusqu'à ce que sa fille ne crée un appareil qui peut communiquer avec le monde quantique. Après un essai réussi, la famille est emportée dans cet univers tant redouté et va faire la connaissance de la nouvelle menace du MCU, Kang le Conquérant. Alors, je vais commencer, que dire, Ant-Man, c'est drôle, il y a quelques bonnes idées, le monde quantique, c'est chouette, j'adore découvrir de nouveaux univers, malheureusement, le rythme est pas très bon, le méchant est pas très fort, et certains personnages sont vraiment mal travaillés, je parle notamment de Bill Murray, qui n'a rien à foutre là, qui ne sert à rien, et ils avaient déjà un quota de vieux acteurs, je sais pas pourquoi ils sont allés mettre celui-là. Et bordel encore, Donald Renew. Eh oui. Il est encore là, et en plus il parle de trous, donc c'est assez compliqué, mais voilà, je me suis fait la réflexion, j'ai pensé à toi tout de suite, donc voilà, j'ai bien aimé les quelques passages aussi un peu plus sombres, comme la scène de la prison, où il menace la fille, même si j'ai un bémol à faire là-dessus, et le combat final à main nue entre Ant-Man et Kang, qui est quand même assez sombre, puisqu'on a quand même quelques traces de sang, ce qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le MCU, je trouve, mais là, Scott finit vraiment mal en point, et c'est la première fois que je vois un personnage finir aussi mal en point dans un film du MCU, et ça m'a vraiment un peu pris aux tripes. Et la scène de la prison, je reviens tout de suite dessus avant de te laisser la parole. Au début, j'ai eu vraiment ce moment où je me suis dit, ok, ça y est, on passe sur quelque chose de plus sombre, ça va partir en vrille. Et en fait, il menace la fille, et au lieu, il pourrait lui tordre la main, il pourrait lui tordre le pied, il pourrait lui révulser un œil. Non, il la met sur le côté. J'ai trouvé ça vraiment genre, et Scott Lang est en mode mais non, fais pas ça à ma fille. Ben ça va, il l'a juste mis sur le côté, enfin je veux dire, d'accord, il l'a fait en lévitant, ça fait un peu peur, mais c'est pas non plus la grosse menace, je veux dire, elle a pas eu mal quoi. Donc voilà, j'ai trouvé ça un peu particulier. Et dernier point positif et négatif, c'est un personnage que je ne connais pas, donc je n'ai pas d'avis précis à faire là-dessus, le personnage de MODOK. Je ne connais pas MODOK, je connais le personnage, c'est-à-dire je vois à quoi il ressemble, je ne sais pas d'où il vient, je ne connais pas son origin story, et même là, malheureusement, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un espèce de comic relief, ce MODOK, qui n'a pas vraiment d'intérêt. Ils auraient pu l'enlever du film, ça aurait été exactement la même chose. C'est vraiment du forcing, je trouve, de personnage, surtout pour le ridiculiser à ce point-là. Ils savaient très bien que les fans du MCU, les fans de Marvel allaient monter au créneau en voyant qu'ils avaient fait ça avec le personnage de MODOK. Et je trouve ça vraiment très maladroit de leur part d'aller créer du buzz sur du bad buzz tel que celui-là, alors que on est dans l'attente depuis quelques années justement d'une amélioration du MCU, et là que les scénaristes et Kevin Feige aient accepté de transformer le personnage à ce point-là, je trouve ça vraiment vraiment malhonnête de leur part. Donc voilà, Quantum Mania, Ant-Man et la guêpe Quantum Mania, ça se regarde. Est-ce que ça vaut le prix d'une place de cinéma? Malheureusement, j'ai des doutes, même si je vous incite à aller le voir, parce qu'il faut que le cinéma fasse des entrées, mais je commence véritablement à lâcher prise avec le MCU, parce que ça devient très compliqué maintenant de les suivre, et scénaristiquement, parce que ce qu'ils annoncent dans Quantum Mania, c'est vraiment très compliqué pour les gens qui débarquent dans le MCU, et en plus de ça, encore une fois, c'est des moments où on se dit, oui, c'est encore l'introduction de quelque chose, quoi. Donc voilà, je te laisse la parole, mais en tout cas, de mon côté, c'est plutôt négatif que positif. Si Océane, ta femme, nous écoute, qu'elle n'interprète pas mal ce que je vais dire, mais tu me hantes depuis quelques semaines, David. Depuis une émission de Critflix où tu m'as dit, j'ai l'impression que les Marvel sont une bande-annonce perpétuelle pour annoncer le prochain film. Et j'ai trouvé ça tellement juste que je répète ça à tout le monde qui parle des Marvel, et que quand je suis allé voir Ant-Man il y a quelques semaines, je me suis dit ça aussi. C'est vrai, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de porte d'entrée en fait dans Marvel. Que maintenant, voilà, on vous pond ça entre guillemets. Vous avez vu ce qu'il y avait avant, tant mieux. Vous l'avez pas vu, tant pis, mais vous comprendrez pas tout. Et c'est normal, on peut plus résumer maintenant. On en est à 15 ans de film depuis Iron Man 1. On peut plus vous résumer tout ce qui s'est passé. C'est le 31e film du MCU. Ça, rien que ça me donne de l'urticaire. Et ce qui m'en donne encore plus, c'est quand Kevin Feige annonce l'autre jour qu'ils ont un plan de film sur 80 ans. Oui. Ils ont imaginé un plan de film visiblement sur 80 ans.
Alors moi, ça me... En fait, on a l'impression qu'on verra jamais la fin, alors pourquoi continuer à regarder ça? Si vraiment, de toute façon, ça continue 80 ans, à moins qu'à 114 ans, on soit tous les deux au Rio Barbo, on aura peut-être nos tickets adhérents, mais... Bon, même pas, de toute façon, ça sera sûrement sur Disney+. Oui, non mais voilà, et de se dire que, en fait, c'est infini. Alors, je comprends Kevin Feige dit les comics, c'est comme ça. Oui, mais les comics, c'est complètement différent, parce qu'il y a les différents reboots, il y a différents univers, il y a différents trucs. Là, bon... Il n'y a eu aucun reboot depuis qu'on se connaît, ça fait plus... Enfin, depuis qu'on connaît le MCU, depuis qu'on se connaît aussi d'ailleurs, depuis que le MCU existe, donc le cinématique univers de chez Marvel, il n'y a eu aucun reboot, aucun retour à zéro. Ce qui est grave, puisque, effectivement, dans les comics, on peut le faire tous les 5-6 ans. Ouais. Là, ça fait quand même plus de 10 ans, il serait peut-être temps de remettre les compteurs à zéro. C'est ça, alors je comprends que les gens en aient marre des reboots aussi, qu'on aime bien continuer de voir ces héros. Maintenant, moi par exemple, j'adore le Dark Knight de Nolan, mais si on avait une 9, je suis pas sûr que... Je dirais que la saga, voilà, même si j'aurais bien les mêmes petits quatrièmes comme un Spider-Man 4 de Raimi, on est d'accord. Mais là, effectivement, j'ai l'impression que chez Marvel, il n'y a plus de porte d'entrée. Non. Alors, moi, je les ai tous vus, du coup, les films du MCU, mais je me rappelle pas de tous. Non. Aussi, il faut bien se dire ça. Ant-Man et la Guêpe, je les avais revus récemment, il y a 1 an et demi quand ils étaient passés sur TF1. D'ailleurs, on le rappelle, un flop d'audience, on l'a dit la dernière fois. Hein. Vraiment, ils n'ont pas marché fort du tout lors de leur dernière diffusion. Mais le film, au-delà de ça, comme tous les derniers Marvel, même si j'avais beaucoup aimé Thor, Love and Thunder, parce que je l'avais trouvé très vraiment décomplexé, ça partait un peu dans tous les sens, et c'était pas plus mal, ça m'a donné encore cet avis, aigre-doux, tiède. Point positif, c'est plutôt agréable à regarder, l'histoire se tient, on a ce nouveau méchant Kang qu'on découvre, du coup on n'a pas l'impression que le film est complètement inutile, parce que parfois on a l'impression que c'est juste comme un filer dans une série, c'est-à-dire un épisode pour combler entre deux autres. Là au moins, cet Ant-Man 3, contrairement aux deux qui pour moi n'avaient pratiquement aucun intérêt, au moins nous permet de découvrir ce nouveau méchant et savoir à qui on va avoir affaire pendant peut-être bien pas loin de 10 ans encore avant qu'il le tape dans Avengers, c'est dans le 6 je crois. Bref, il y a ce point positif là, c'est toujours sympa de retrouver Scott Lang, bien interprété par Paul Rudd, je trouve, voilà, c'est sympa. Alors après, c'est une bouillie de fond vert, ça il faut bien le dire. Alors là, du coup, je continue ma conversation de tout à l'heure, j'ai vu Alibi.com, j'ai vu Babylone et j'ai vu Ant-Man. Là, pour le coup, quand on a un Babylone qui est quand même presque suintant, très organique, et là, c'est du fond vert. Presque tout le temps du fond vert. Bill Murray, t'as raison, il sert à rien, t'as l'impression que de temps en temps, ils nous sortent Jeff Goldblum dans Thor Ragnarok, qui a un rôle très sympa. Pour le coup, il est beaucoup plus utile que Bill Murray, mais là, Bill Murray, je me suis dit, bon, ils ont réussi à le convaincre à être là. Quand je l'ai vu au début du film, je pensais qu'on allait le revoir plein de fois, mais non. Il vient une fois, on le voit plus. Et alors, que dire de MODOK ? Alors MODOK, moi je le connais un petit peu, qui est interprété par Corey Stoll, voilà, je cherchais le nom de l'acteur qu'on avait vu dans les premiers Ant-Man et que moi j'ai connu notamment grâce à House of Cards. Il jouait un personnage très bien. Récurrent là-dedans. Et alors, MODOK, non seulement il a rien à voir avec les comics, et c'est marrant parce que MODOK je le connais depuis un petit moment, ça fait longtemps, alors j'ai pas son origin story exact en tête, mais je me souviens notamment de lui dans les jeux Marvel vs Capcom, et je l'avais lu quelques comics de lui dans des sagas un petit peu galactiques comme ça, et je m'étais dit à l'époque, alors là c'est typiquement le personnage qu'on verra jamais dans le MCU parce que je vois pas comment ils peuvent le faire. Et s'ils l'ont fait, avec une grosse tête zoomée de Corey Stoll, dégueulasse, excusez-moi le mot, mais c'est vraiment pas bien fait. J'aurais dû lui laisser son casque. C'est censé être un personnage hyper charismatique, hyper frustré, hyper... Et là... Et puis alors, sans parler du final, où il devient... il devient pseudo-gentil, il finit par se... je ne spoilerai pas. Mais néanmoins, voilà, MODOK, c'est l'anti-MODOK du personnage qu'on retrouve dans les comics. Ils ont vraiment gâché ce perso. Pourquoi le mettre si ce n'est se ridiculiser? Je comprends pas qu'en post-prod ils se soient pas dit bon ça va pas quand même. Rappelons aussi que les employés du studio de VFX, d'effets spéciaux, se sont plaints en disant qu'ils n'avaient pas eu le temps de finir Ant-Man parce qu'ils avaient ils avaient trop rushé Black Panther 2 et qu'en fait les deux ça bouchonne, il y a un peu trop de films, alors bon. Et qu'en plus Disney fait partie des studios qui reversent le moins d'argent à ces studios-là, donc il faut comprendre qu'en plus de leur faire des rushs et en plus de leur demander de faire du travail salement, ils sont moins payés que les autres studios qui font appel à eux. Donc là on est vraiment sur une impasse au niveau de chez Disney qui au bout d'un moment va se ressentir. Ouais, et donc bon,
J'irai voir Les Gardiens de la Galaxie 3 parce que j'ai envie de le voir, mais... Enfin, j'ai envie de le voir, même pas. Enfin, je me dis, c'est le dernier film de James Gunn chez Marvel. Ouais. C'est rigolo quand même, là, de se dire qu'on va voir un film en mai avec, en gros, directed by James Gunn, qui est le président de DC Comics maintenant, de DC Studio. C'est quand même assez fou de se dire ça. C'est vrai. Et on se l'est dit, il y a des personnages qui risquent de tirer leur révérence, donc... je suis curieux de le voir, mais je pense vraiment, je sais que je l'ai déjà dit, mais je pense que vraiment je vais finir par arrêter les Marvel. Parce que c'est pareil, j'ai du retard sur les séries. Là j'ai vu Moon Knight, j'ai quand même trouvé ça pas terrible du tout. Non. Alors que je sais pas si j'aurai l'occasion d'en reparler, parce qu'on n'a pas vraiment de rubrique coup de cœur, mais Peacemaker, c'est un immense coup de cœur. Bah écoute, Paris tenu, on fera notre review Peacemaker. Et vraiment, j'ai adoré, alors que j'ai aucun atome crochu envers le personnage. Ouais. Vraiment dans The Suicide Squad. Et je me suis dit, c'est James Gunn, j'essaye. Et dès le premier épisode, et vraiment, c'est génialissime. Et je pense me la refaire parce que j'ai trop aimé. Et voilà. Et du coup, parenthèse fermée, je me dis, il faut voir toutes ces séries Marvel. J'ai pas aimé trop Moon Knight, alors que j'adore le perso dans les comics. La série Miss Marvel... The Marvels qui va arriver dans la foulée, She-Hulk j'ai pas vu non plus, et je me dis il y arrive un moment où trop c'est trop, et j'ai l'impression de décrocher vraiment, même si encore une fois on peut pas dire que je n'ai pas aimé Ant-Man 3, mais aussitôt vu, aussitôt oublié, exactement comme Black Panther Wakanda Forever, qui avait plus de qualité sans doute qu'Ant-Man, mais que j'ai déjà presque oublié alors que j'ai vu il y a 3 mois, et c'est pour ça que vraiment, moi, j'ai plus tendance à me tourner maintenant vers DC en me disant, bon, bah là, va y avoir le reboot. Et au moins, il y a des arcs, quoi, en fait. On voit des films, Snyder, on en pense qu'on en veut. Moi, vous savez que je suis pas son plus grand fan. Mais néanmoins, en fait, il y a le Snyderverse, c'est un arc, on va dire, du DC Universe au cinéma. Auparavant, il y avait toute la partie Nolan. Maintenant, il y aura la partie James Gunn. Et voilà, c'est bien, c'est des arcs, ça tient sur quelques années, 7-8 ans. Et ça suffit. Là, 15 ans. Et peut-être encore 80 dans la foulée. On reprochait, c'est vrai, quand James Gunn est arrivé, de faire table rase en fait de tout ce qui s'était passé avec Snyder. Snyder aussi a eu le droit à son Snyderverse parce que Justice League, c'est une histoire compliquée, mais voilà, il a eu droit à sa conclusion avec la Justice League version Zack Snyder. Là, c'est vrai qu'au début, on se plaignait un peu de dire, bah attendez, vous avez créé un univers, vous faites table rase, c'est quand même compliqué. Finalement, c'est pas une mauvaise idée parce que quand on voit ce que donne le MCU maintenant, avec les rushs de calendrier, les plannings, les exigences des fans et aussi. Là, finalement, le fait de recommencer à zéro, ça permettrait de repartir justement à zéro et de récupérer des fans, de récupérer d'un nouveau public. Voilà. Donc c'est vrai que finalement, c'est pas une si mauvaise idée. Oui, parce que je pense que des gens qui n'ont jamais vu de film d'ici au cinéma pourront voir les futurs films qui vont arriver, alors que là, encore une fois, il y a sans doute des milliers de gens dans le monde qui vont aller voir Les Gardiens de la Galaxie 3 sans avoir vu les précédents, et qui risquent de se dire, bah ouais, c'était cool, mais alors je sais pas si je vais voir la suite parce que j'ai pas vu les 31 d'avant, quoi. C'est ça. Donc bon, je pense qu'on vous débriefera ici à ce micro peut-être Les Gardiens de la Galaxie 3 quand même, hein, mais bon, c'est vrai que je suis pas ultra enthousiaste à l'idée de ce MCU. Le seul espoir qui nous reste finalement, c'est que Kang, qui est un personnage qui maîtrise le multiverse ainsi que les timelines, va peut-être en fin de scénario, en fin de cycle, refaire une boucle neutre finalement, qui va recommencer à zéro, ce fameux moment où on reboot tout. D'ailleurs, ce sera peut-être l'occasion d'en parler quand on verra The Flash au mois de juin. Ça a l'air d'être un film justement choral qui va permettre de remettre tout à plat pour recommencer à zéro. J'ose espérer que Marvel va faire pareil avec la fin de Kang et remettre tout à zéro pour qu'on puisse recommencer et que les fans puissent revenir. Ce serait vraiment une bonne idée parce que j'ai un ami qui a vu les 31 films du MCU mais qui n'avait pas vu la série Loki qui, après le film, m'a posé des questions me disant « Mais attends, ça... » Alors évidemment, Loki, ça date quand même d'il y a un petit moment, j'avais pas forcément tout en tête et heureusement que la demoiselle qui partage ma vie a une bien meilleure mémoire que moi, elle a pu lui répondre. Et je me suis dit, ouais, c'est quand même dingue de se dire que tu fais l'effort d'avoir vu les 31, mais t'as pas vu la série et avec tout ce que ça peut impliquer, puisque Kang est présent dedans. C'est ça. Et du coup, sans avoir vu, si vous avez pas vu Loki, un peu délicat d'aller voir ce film, mais comme les gens qui n'auraient pas vu WandaVision et qui sont allés voir Doctor Strange in the Multiverse of Madness, c'était aussi compliqué. Donc ça, je trouve ça vraiment dommage. Certes, les univers sont ultra connectés, il y a des fans qui vont me dire « Mais c'est génial, tout est connecté, on peut vraiment tout suivre », mais pensez à ceux qui ou n'ont pas tout suivi, ou ne se rappellent pas de tout, et ça, c'est quand même un peu embêtant. J'ai entendu des personnes parler aussi de ça, je fais un coucou à Lavid Ben sur Instagram, si vous avez l'occasion de le suivre, qui parlait avec ses amis, en fait, ils ont fait une review comme nous dans Ant-Man, et qui disaient, il y en a marre des trucs magiques. Il dit, on veut des films terre à terre,
genre Civil War, Captain America, le soldat de l'hiver, ce genre de film, c'est vrai qu'ils faisaient du bien, qui permettaient de remettre un peu à plat l'idée qu'on avait du MCU, de refaire des trucs, parce que c'est vrai que ma mère, par exemple, on en parle souvent de nos mamans parce que c'est une génération différente, mais c'est vrai que ma mère est beaucoup plus fan de Captain America et d'Iron Man, par exemple, que d'aller chercher des trucs comme Ant-Man et la Guêpe, Quantum Mania, où ça part dans des univers, les Gardiens de la Galaxie, ça ne l'intéresse pas. Pareil pour Doctor Strange, là c'est vrai que des films plus terre à terre, un petit peu plus politiques, ça, avec de l'action, vraiment, voilà, des combats à main nue par exemple, ça serait beaucoup plus intéressant que là Quantum Mania, où ça part avec des lasers, des machins, des pouvoirs. Au bout d'un moment, c'est chouette dans les comics, mais pour un film, il faut un moment, justement, j'en parlais, le moment le plus intéressant de Ant-Man, c'est ce moment de combat à main nue, à la fin, quand leur gadget ne fonctionne plus, et qu'ils sont obligés de se mettre des bains, quoi, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui tombe. Et ben, c'est le moment le plus intéressant du film. C'est vrai, c'est vrai. On en a fini avec Ant-Man et la Guêpe, Quantum Mania. Dans tous les cas, on vous conseille d'aller au cinéma, ça reste un moment à voir sur grand écran, même si le film est totalement neutre au niveau de l'avis, c'est-à-dire qu'on n'est ni positif ni négatif. Ça vous fera passer un bon moment. Si vous n'avez pas d'autres films d'action à aller voir, ça peut être sympathique. Et bah écoute, on en a fini avec notre gros sujet, on va passer tout de suite à ta chronique télévision. Alors mon cher David, que se passe-t-il à la télévision en ce moment ? On va tout de suite commencer déjà par les audiences, et tu vas nous dire ce qu'ont regardé les Français la semaine dernière. Alors on va s'attarder d'abord sur les audiences de vendredi soir, et surtout sur Les Enfoirés. C'est le gros moment télé de l'année, très souvent. Et les Enfoirés, largement leader, comme tous les ans, avec 8,1 millions de téléspectateurs vendredi soir, ce qui est un chiffre tout juste correct. Ça peut vous surprendre que je vous dise ça, parce que jamais je vous annonce des chiffres avec 8 millions comme ça. La pire audience de l'histoire des Enfoirés, c'était l'année dernière, avec 7 960 000 téléspectateurs. Ouais. Là, on était juste 200 000 au-dessus, même s'il y a eu un pic à 8 600 000 pendant la soirée. À titre d'idée, 2021, couvre-feu, tout ça, c'était aussi 8 100 000. D'accord. Donc, ça, c'est pas si mal. 2020, on était juste avant le confinement, 8 millions 7, 2019, 8 millions 9, mais ce qu'il faut surtout avoir en tête, c'est que depuis la création du concert jusqu'en 2017, jamais le concert ne passait sous les 10 millions. 2017, 10 millions, 2016, 11 millions, 2015, 10 millions 7, et record absolu en 2013 avec 12 millions 8. D'accord. Donc, 8 millions 1, c'est énorme par rapport au reste des audiences qu'on vous donne, mais ça a du mal à repartir, et c'est vrai que c'était en chute libre jusqu'à l'année dernière. Là, il y a un petit sursaut, et on peut pas s'en réjouir, parce qu'il faut quand même se rappeler que c'est au profit des Restos du Cœur. Alors qu'évidemment, quand vous regardez la soirée, vous rapportez pas d'argent aux Restos du Cœur. C'est fait pour vendre des CD ou pour vendre des DVD. Mais voilà, c'est quand même en baisse, et je pense que le public s'y intéresse peut-être un tout petit peu moins. C'est... À l'heure des plateformes, à l'heure de TikTok, on est moins devant la télé, peut-être aussi. Mais voilà, des audiences un petit peu... Elle est correcte, c'est énorme encore une fois, mais ça aurait pu être mieux, puisqu'encore une fois, 10 millions à chaque fois minimum jusqu'en 2017. Samedi soir, le retour de Jafar sur Sister, on en a parlé la semaine dernière, qui a fait 255 000 téléspectateurs. C'est mieux que La Petite Sirène 2, mais c'est beaucoup moins bien que Le Roi Lion 2. Pour moi, c'est un peu mon chouchou des deux, donc voilà, c'est correct là aussi. Mais ça pourrait être mieux. Et dimanche soir, alors là, vraiment... comme quoi, il faut pas qu'on vous dise qu'il y a des duels du dimanche qui n'ont pas d'intérêt, parce que celui-là, on l'avait pas vu venir. C'est vrai. Cet écart d'audience avec Belle-Fille à 4 530 000, allez, pas le double, mais pas loin par rapport au Ant-Man des semaines précédentes. Oui, complètement. Donc ça cartonne. Les films d'action et les films français, ça cartonne quand c'est comme ça un film en plus inédit. Mais alors, surtout, c'est la tôle, excusez-moi, mais la grosse dégringolade pour France 2, avec la deuxième étoile qui ne fait qu'1 200 000 téléspectateurs. De mémoire, j'ai pas souvenir d'avoir vu un score aussi bas un dimanche soir pour un film sur TF1 ou France 2. C'est vrai. Alors on l'a dit la dernière fois, il avait fait quand même presque 3 millions de téléspectateurs, il avait diffusé en mai, mais alors là, c'était vraiment l'immense dégringolade. Alors je pense qu'il y a ce côté aussi, c'était pas une contre-programmation de TF1 pour le coup. Ouais. Ça s'adressait vraiment au même public. Les gens sont allés en masse, je pense plutôt vers un film inédit. Bah bien sûr. Il avait fait beaucoup plus parler de lui à l'époque que la deuxième étoile. Alexandra Lamy fait parler d'elle en ce moment avec La Chambre des Merveilles. Miu Miu, ça reste quand même une figure comique, du cinéma en tout cas français, féminin, qui marque forcément les esprits. Et effectivement, là, on s'attendait pas à un score si bas, et le leader TNT, c'est TFX avec Death Wish. C'est plus de 700 000 téléspectateurs.
on l'avait dit, c'est quelque chose qui fonctionne à chaque fois. Donc là, Duel du dimanche soir, pour le coup, hyper intéressant en termes d'audience, même si les films nous parlaient pas des masses. Et toi, je crois que tu as regardé C8. J'ai regardé effectivement Les Enfants du Marais sur avec deux de Jean Becker, du coup, qui est un film très attendrissant, très joli, et voilà, on me l'avait conseillé, donc je l'ai regardé, et vraiment j'ai passé un très bon moment. C'est le genre de film où on faut pas s'attendre à ce qu'il se passe grand chose, mais c'est un moment de vie vraiment très sympathique. Ouais. Et 600 000 téléspectateurs, c'est pas mal du tout vraiment. Pour C8. À noter que Arte était encore au-delà du million dimanche soir. C'est rare qu'on enregistre le mardi, alors j'en profite. Donc lundi soir, carton énorme pour le téléfilm Neige, 5 600 000 téléspectateurs avec Frédéric Tiefenthal. C'est énorme, mais vraiment c'est énorme. Et qu'est-ce qui en pâtit à côté? C'est Kev Adams avec son Avenir, épisode 3 et 4, 2,6 millions. Ça se tient. Ça se tient, c'est pas mal. Mais quand on compare à Vortex, par exemple, qui se voulait aussi série de science-fiction, qui faisait plus de 4 millions à chaque fois, c'est pas terrible. J'ai pas vu Avenir, donc je serais bien maladroit de vous donner un avis. Néanmoins, on voit que les critiques sur les réseaux sociaux, c'est pas terrible, malheureusement, pour cette série. Mais comme quoi... on pourrait s'attendre à ce qu'une série de science-fiction sur TF1 avec Kev Adams, ça écrase tout, puis finalement, c'est la série Vortex, avec Thomas Sisley sur France 2, dont on s'attendait peut-être à moins, qui a été le succès qu'on sait. Donc voilà, bravo à France 2 avec Neige en tout cas. À noter que Sully a fait 1 430 000 téléspectateurs sur France 3, et que Captain Marvel sur TMC dépasse le million avec 1 070 000 téléspectateurs. Et à noter aussi que le film L'Armée des Ombres frôle le million avec 980 000 spectateurs. Voilà pour les audiences à retenir vendredi, samedi, dimanche, lundi. Donc entre le 3 et le 6 mars. Sans vouloir être moqueur, est-ce que finalement la place de Marvel n'est pas sur la TNT à partir de maintenant? Bah ouais, non mais c'est vrai. C'est vrai, hein. La semaine dernière, Captain America, du coup on vous a pas parlé des audiences comme il n'y avait pas eu d'émission la semaine d'avant, mais était aussi au-dessus du million. Et en fait je pense que, pour un dimanche soir sur TF1, c'est bof, mais pour un lundi soir sur TMC, où c'est plutôt un public jeune qui enchaîne avec Quotidien avant, et qui a l'habitude de se coucher tard aussi, parce qu'il faut bien avoir conscience que les films commencent à 21h30 sur TMC, et que donc un film du MCU c'est 2h30, donc c'est du dodo minuit là. Ouais, complètement. Et ben ça marche quand même, donc voilà, je suis assez d'accord, peut-être que c'est plus porteur sur la TNT que sur TF1. On passe à tes news de chronique télévision et on va commencer par une nouvelle série, Safe, enfin finalement une nouvelle mais pas tant que ça. Ouais, l'information, on en a discuté ensemble sur WhatsApp en préparant l'émission la dernière fois, c'est fou quand même, Safe, cette série qui arrive sur TF1 en prime time, donc TF1 en prime time en général c'est l'inédit, c'est des gros trucs, et là en fait c'est une série qui a déjà été diffusée le 15 mai 2018 sur tout jeune C8, en plus. Il y a donc 5 ans. Ouais. C'est incroyable, c'est du recyclage. Cette série avec Michael C. Hall, la star de Dexter, et Audrey Fleurot, qu'on connaît en France notamment pour Kaamelott, La Dame du Lac, mais surtout pour HPI maintenant, carton d'audience. Et d'ailleurs, on commence d'avoir un début de date de diffusion pour la saison 3, qu'on vous annoncera peut-être la semaine prochaine, si elle se confirme. Mais ce qui est fou, c'est que donc 3 épisodes ont été diffusés jeudi dernier, le 2 mars, avec TF1 en tête, avec 300 610 000 téléspectateurs. 300 millions, tu es sûr? Avec 3 millions, oui, alors 300 millions de téléspectateurs, là ce serait un record, on y viendra après au record. 3 610 000, 3,61 millions, est-ce que c'est clair? Tout ça pour vous dire que sur C8, en mai 2018, ça avait fait 1,2 million, ce qui est un très bon score pour C8, mais là, 3 610 000 téléspectateurs, c'est beaucoup. Ça raconte l'histoire, donc Michael C. Hall, il est chirurgien, il a perdu sa femme, il vit avec ses 2 filles, et un soir il y a une d'elles qui disparaît, et en fait il va se mettre à enquêter sur le voisinage, et on va découvrir très vite qu'il y a plein de petits secrets dans le voisinage. Mais on sent quand même que TF1, alors sûr que le jeudi soir, normalement c'est des séries françaises. Oui. Et les séries américaines, c'est plutôt le mardi ou le mercredi. Là, on sent qu'ils cherchaient quelque chose un peu pour combler le trou, je pense, entre 2 séries. Ouais. Parce que 3 épisodes le 2 mars, et ça se termine jeudi, là, le 9 mars, avec 5 épisodes de suite. Ah oui. Et le final de la série, donc, vers 1h40 du matin. Et il n'y a pas eu de saison 2. Et je ne crois pas qu'il y ait de saison 2, mais ouais. C'est surtout que là, les 3 millions de personnes qui étaient devant le premier épisode le 2 mars, s'ils veulent voir la fin, il va falloir qu'ils se couchent à 1h40 un jeudi soir. Hein. On n'est pas à une veille de week-end, en pleine semaine. Donc c'est vraiment très 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 surprenant. Mais bon, ça marche, ça a marché. Par contre, je pense que malheureusement,
c'est assez aberrant de se dire qu'il y a plein de gens qui auront vu le début et qui verront pas la fin. Est-ce que c'est sûrement sur MyTF1? Ouais, voilà ce que j'allais dire. Est-ce que c'est pas pour entraîner les gens à aller voir MyTF1 qui commence à avoir une expansion aussi? On en parlera peut-être un jour, mais avec la fin de Salto, il y a une expansion des plateformes uniques par chaîne qui commence à se faire sentir, quoi. Sans doute, mais bon, c'est vrai qu'en temps normal, une série de 8 épisodes, on aurait vu 4x2. Bien sûr. Ou si elle marche moins bien, ça peut être 3, 3, 2. Ouais. Enfin voilà, mais là, 3 et 5. Ça fait beaucoup. On n'a jamais vu ça. 5 épisodes de suite, c'est vraiment beaucoup. Mais bon, ça marche. Alors, des plateformes apparaissent et des chaînes disparaissent. On va parler de la chaîne Altis Studio. Alors, régulièrement, depuis le début de l'année, je vous parle de chaînes de télé qui m'ont marqué, et j'aime bien raconter leur histoire. J'ai parlé que d'une que je connaissais pas. Voilà, t'es tombé dedans, là. Je vais porter la poisse. C'est Altis Studio, la chaîne cinéma d'SFR, dont on a appris la disparition ce week-end. Le 22 mars 2023, elle cessera d'émettre. On rappelle que c'est une chaîne qui est consacrée au cinéma. Altis, c'est le groupe télévisuel de SFR. C'est Altis, c'est BFM, RMC Story, etc., etc. Et donc, ils avaient créé leur chaîne cinéma avec de vraies ambitions, mais vraiment des grosses ambitions. Elle était même disponible sur Canal. Et malheureusement, c'est un peu ce qui lui aura coûté sans doute la vie à cette pauvre chaîne, c'est son manque de visibilité et de notoriété. En fait, on s'est rendu compte chez SFR que quand on demandait globalement aux gens dans la rue s'ils connaissaient Altis Studio, ils connaissent pas. Si on demande aux gens de citer des chaînes de télé cinéma du câble, ils vont citer Canal Plus Cinéma, ils vont citer Ciné Plus, ils vont citer OCS, mais jamais Altis Studio. Et en fait, depuis qu'elle était plus sur Canal, les audiences étaient devenues ultra confidentielles. D'accord. Elle coûtait cher parce qu'il fallait quand même avoir le droit des films et des séries. Et c'est là qu'on en vient à la news de tout à l'heure, c'est Taken. Taken, c'est une série vraiment Altis Studio qui se retrouve chez Free. Donc une partie du catalogue est partie là-bas. Ils avaient quelques exclusivités séries dont on se demandait où elles allaient atterrir. Il y en aura peut-être des petits bouts chez Canal, peut-être des petits bouts chez OCS. D'ailleurs, Canal et OCS, ça va bientôt être la même chose. Mais en l'occurrence, ça risque là plutôt de partir du côté de chez Free. Mais en tout cas, il y avait quand même plusieurs documentaires originaux sur des sujets variés. Mais la concurrence était trop forte et la chaîne était devenue trop confidentielle. Et malheureusement, pour les amateurs de la chaîne, Altis Studio va donc disparaître le 22 mars prochain. Est-ce que ça va pas être une tendance, ces toutes petites chaînes de cinéma et de séries avec les plateformes qui vont tout doucement devenir trop chères pour être rentables? C'est possible, ouais. Alors, à côté de ça, on voit Canal qui crée des chaînes sur le cinéma. Il y a Canal+, on l'a dit, Box Office qui va être créé bientôt. On voit que Ciné+, ça marche quand même très bien parce qu'il y a quand même tout un tas de public qui est habitué à la télécommande, au décodeur, notamment des gens peut-être un petit peu plus âgés. Et en fait, ce côté linéaire aussi va souvent de pair avec une plateforme. Ouais. C'est-à-dire que Ciné+, ça fait de l'audience, mais il y a énormément de gens qui regardent sur le main canal Ciné+, y compris pour Canal+, etc. Mais là, pour Altis Studio, le problème, c'est que des gens qui allaient consommer du cinéma uniquement sur Box SFR en replay, c'était pas assez rentable, je pense. Les chaînes de cinéma, les petites chaînes de cinéma ne pourraient pas exister sans doute sans une offre de replay adaptée avec, comme Paramount+, comme TCM, etc. etc. Bah on voit que Canal, il y a une transparence, en fait, une espèce de porosité entre le côté linéaire et la plateforme, comme tu le dis, et c'est vrai que du coup, c'est beaucoup plus facile de tenir ces chaînes quand on voit qu'en fait, elles sont en lien les unes avec les autres, que ce soit linéaire ou en plateforme, complètement. On part sur une chaîne de télé, du coup, une vraie, et RTL9 va proposer des programmes, je crois qu'on en avait déjà parlé, va proposer des programmes en matinée maintenant. C'est ça, en fait, RTL9, je vous ai fait un long historique il y a quelques semaines sur la chaîne. C'est une chaîne, donc, à l'origine luxembourgeoise, qui émet en France, et qui appartient à Media One, donc à Xavier Niel, c'est bon de le noter, et elle a décidé de renforcer son offre série, puisque jusqu'à présent, le matin, vous aviez, en gros, de 9h à midi, même un peu de 6h à midi, pardon, du télé-shopping, et à la place, vous aurez des séries. C'est plutôt une bonne chose. Alors, c'est intéressant, on pourrait un jour plus longuement parler du télé-shopping à la télé. J'adorerais, ouais. Parce que Laurent Cabrol s'est exprimé il y a quelques jours sur C8, une interview très intéressante où il raconte un peu les coulisses, lui qui a présenté le télé-shopping pendant très longtemps, et comme il a été viré de TF1 à l'époque, alors que ça marchait très fort, il balance un petit peu sur les coulisses du télé-shopping. C'est de bonne guerre et c'est assez intéressant. Ouais, complètement. Ce qu'il faut savoir, c'est que TF1 gagne énormément d'argent avec Téléshopping. C'est diffusé tous les jours, c'est diffusé le samedi. Alors pendant un temps, c'était en direct le samedi, je sais pas si c'est encore le cas, mais c'est surtout qu'il touche de l'argent sur les ventes de produits, et le fabricant du produit paye pour être à la télé. Oh. Donc vous comprenez bien que forcément c'est très très rentable. RTL9, c'est un petit peu comme la chaîne L'équipe qui a un petit peu aussi de temps en temps de télé-shopping, ou des chaînes du câble, en fait, eux diffusent un télé-shopping à la télé, mais c'est un télé-shopping, on va dire, multi-chaîne. Il n'y a vraiment que TF1 et M6 qui ont leur propre émission avec télé-shopping et M6 Boutique. Et
Là, sur RTL9, ils touchaient sur les ventes, mais il n'y avait pas toute cette histoire de... Ils achetaient ce programme de régie, ils ont voulu vraiment se recentrer plus sur les séries, donc il y a toujours le télé-shopping, mais seulement de 6 à 9, et donc ce sera articulé autour de 4 séries télé. Alors la première, c'est un programme court, c'est Peps, avec Ryan Benzetti, je crois. Si oui, ça devait être ça. Ouais. C'était un petit programme qui était le week-end avant les prime time de TF1, notamment le vendredi et le samedi. Assez rigolo, moi c'est pas trop mon truc, mais ça plaisait pas mal aux jeunes. Ce sera également New York 911, ça c'est une série qui était diffusée sur France 2, qui raconte l'histoire des pompiers à New York. Ce sera également autour d'une femme d'honneur. Une femme d'honneur avec Corinne Cruzet. Alors sur TF1, il faut savoir que ça, les jeudis soirs sur TF1, c'était toujours entre 9 et 11 millions à l'époque où ça passait. Mais encore une fois, je vous parle d'un temps où il n'y avait pas 27 chaînes de TNT, où il n'y avait pas les plateformes, etc. Et d'ailleurs, les premières saisons sont tournées en Bourgogne, puisque les gendarmes à Auxerre dans la série. D'accord. Et un jour, moi j'ai pas compris parce qu'ils auraient pu faire une transition. D'un coup, elle part, alors je sais plus... Je me demande si elle part pas dans les Antilles, ou enfin, elle part. D'un coup, il y avait des palmiers à Auxerre, je comprenais pas. Et c'est juste que non, ou alors c'est dans le sud de la France, je sais plus. Bref, mais il y a eu un brusque. Ils auraient pu dire, elle a été mutée. Quoi. Mais non, c'est juste voilà. Et la dernière série, c'est Dr House. Ah oui. Donc ça devrait fonctionner aussi parce que c'est une série plutôt sympathique finalement. Pour des programmes du matin. Encore une fois, c'est pas là où les chaînes font le plus d'audience, mais on pense aux gens qui sont à la maison, qui sont en télétravail, qui parfois ont la télé en fond, qui sont au chômage, qui sont en retraite. C'est toujours mieux d'avoir des séries et des films qu'un télé-shopping. Ça permet de suivre des séries qui sont plutôt cultes depuis le début. Donc du coup, c'est sympa de pouvoir les refaire, vraiment. Je trouve que c'est vraiment une bonne initiative. Ouais, complètement. Alors mon cher David, m'aurais-tu préparé une nouvelle chronique qui fonctionnera sur la longueur, car je lis les records historiques par chaîne 1 sur 5. Tout à fait. Puisque on s'est dit là il y a quelques jours, tu m'as envoyé un message en me disant imagine Death Wish est en tête des audiences dimanche soir à la télé, puisqu'on avait dit qu'on imaginait que TFX allait faire une bonne audience, elle l'a fait. Et ça m'a fait tilt, je me suis dit mais tiens, si dans ma chronique, je présentais les records d'audience par chaîne. Mais c'est génial. Quel est le programme qui, de tous les temps, avait le plus d'audience sur telle ou telle chaîne? Et plutôt que de vous faire ça de manière très longue, je me suis dit, pourquoi pas 5 chaînes par 5 chaînes, si ça te va. Complètement. Je dégaine mon petit travail de recherche qui est là. Allez, vas-y, dis-nous tout. Et aujourd'hui, on va faire TF1, France 2, France 3, Canal+, et France 5. Le programme le plus vu de l'histoire de TF1, c'est aussi le programme le plus vu de tous les temps à la télévision. C'est le numéro 1, le Top of the Pops, et il est très récent. Je crois que c'est la Coupe du Monde de cette année. C'est la finale de la Coupe du Monde 2022. Un mauvais souvenir en plus, Argentine-France avec la défaite de la France. En plus, ce qu'il faut noter, c'est que ce n'est pas un programme de prime time. Le match a été diffusé en après-midi. Il faut le rappeler en plus. Oui, c'est vrai. En après-midi. Et en après-midi, on a une moyenne. Alors, ça a été jusqu'à 30 millions de téléspectateurs. Mais la moyenne est de 24 100 000 téléspectateurs. 81% de part d'audience. C'est-à-dire que 81% des gens qui étaient devant leur télé étaient devant TF1 à ce moment-là, ce jour-là. Les précédents records, c'était aussi des finales. Mais c'est plus que la victoire de la France en 2018. C'était aussi en après-midi. Et plus que la victoire de la France en 98 également. Fou. Donc voilà, c'est le programme le plus vu de l'histoire de la télé. Et c'était il y a seulement 2 mois et demi. Le record d'audience de France 2 a été fait à l'époque où nous avions 12 ans, cher David. C'est un bien meilleur souvenir, mais c'est aussi du football. C'est la demi-finale de l'Euro 2000, France-Portugal. D'accord. C'est marrant parce que la France a gagné l'Euro, mais c'était sur TF1. Les droits étaient partagés entre TF1 et France 2. Donc, il y a eu plus d'audience pour la finale. C'était le fameux France-Italie avec Wiltord et Trezeguet, le but en or incroyable. Mais la demi-finale, c'est le record de tous les temps pour France 2, avec 18 300 000 téléspectateurs et 70,3% du public devant cette chaîne. Mauvais souvenir aussi pour les amateurs de football dont j'étais, puisque le record pour France 3 c'est aussi du foot et c'est l'Euro 2004. L'Euro 2004 c'est France Télé uniquement qui avait les droits. D'accord. Et c'est l'occasion pour moi de faire part d'un peu de nostalgie parce que France Télé n'a jamais eu les droits d'une compétition de foot depuis et j'avais adoré la couverture à l'époque. C'est les journalistes qu'on retrouve, Laurent Luyat, etc. qu'on avait pour les Jeux Olympiques ou pour le Tour de France qui étaient vraiment sur l'Euro et j'avais trouvé ça vraiment très 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 bien présenté, donc j'en profite pour avoir une petite pensée pour eux. Et c'était France-Grèce sur France 3, le quart de finale, puisque France 2 devait diffuser la finale. Mais malheureusement pour nous, ça s'est arrêté là. C'est la défaite de la France ce jour-là. À noter quand même que l'Euro 2004, c'est l'Euro sans doute le plus fou de l'histoire du foot, puisque la Grèce, qui avait peiné à se qualifier et personne n'imaginait qu'elle soit à l'Euro, déjà elle était petit poussée, elle était à l'Euro et elle l'a gagné à la fin. C'est fou. C'était incroyable de cette victoire et donc
Ils ont été nos bourreaux, en quart de finale. C'était le 25 juin 2004. Il y avait quand même 15 millions, enfin presque 14 900 000 téléspectateurs devant France 3 pour 60% de part d'audience. Vous devez être content. Alors là, effectivement, c'est très sport. Hein. Vous allez voir qu'on va en retrouver à d'autres moments. Mais on va se tourner du côté de Canal+. Et là, je parle de sa meilleure audience de tous les temps, Claire et crypté confondus. Eh bien, la meilleure audience de tous les temps de Canal+, c'était les Césars. D'accord. 37e nuit des Césars en 2012. Ils avaient fait 4 millions 10 000 téléspectateurs. C'est fou. Donc on vous l'a dit la dernière fois, là on était autour d'1,7 million. Il y a 10 ans, ça avait fait 4 millions 10 000 téléspectateurs en 2012. Et pourtant ils ont des droits de sport quand même assez larges. De sport larges, mais qui sont toujours encryptés. Ah, et oui. Donc, effectivement, on arrive régulièrement à avoir 2,5 millions, 3 millions, parfois sur du foot, sur la Ligue des Champions notamment, ou sur des grands prix de Formule 1 qui marchent aussi très bien. D'accord. Mais là, c'est les Césars. J'étais assez surpris de voir quand même 4 millions pour les Césars. Là, ils étaient contents cette année avec 1 million, c'est pour vous dire. Donc, décidément, j'allais dire, et non, j'allais passer à M6. Mais non, M6, ce sera la prochaine fois. On va s'arrêter à France 5. Alors, France 5. Alors on passe sur les... Là, France 5 est une chaîne, alors même si c'est la numéro 5, ça reste une chaîne de la petite TNT. Ça reste une chaîne de la TNT, mais c'était une chaîne... Alors, je sais pas si tu te rappelles de ça, mais avant 2005, France 5 et Arte diffusaient toutes les deux sur le canal 5. France 5 était là de 6h du matin à 19h, et Arte reprenait l'antenne de 19h et en soirée. Et donc France 5 en soirée n'était disponible que sur Canal Sat. D'accord. Et donc là, on est quand même sur la TNT, et c'est assez fou, c'est le magazine C'est dans l'air. C'est dans l'air que vous connaissez sans doute, hein. C'est dans l'air qui est diffusé en fin d'après-midi. Moi j'aime beaucoup, c'est un magazine vraiment en direct d'information qui avait fait 2 500 000 téléspectateurs et donc 17,2% de part d'audience. Et la semaine prochaine, on verra la suite des chaînes, et je trouve que c'est presque plus intéressant de voir les petites chaînes, de voir à chaque fois comment elles arrivent à parfois taper des 3-4 millions de téléspectateurs, ce qu'on aurait du mal à imaginer aujourd'hui, parce que là effectivement 24 millions sur TF1, c'est stratosphérique, mais on s'y attend, c'est du foot, et j'ai déjà hâte la semaine prochaine, donc on parlera de M6, Arte, C8 et W9. Et puis on ira même à la fin jusqu'à vous donner les records d'audience de Chéri 25, LCI, etc., etc. Je pense que ce sera super intéressant. Et alors, je vais même vous dire, on le fera pas, mais par curiosité, on pourra en parler, je pense, en off avec David. J'ai les records d'audience par chaîne et par année. Donc on pourra savoir quel a été... Par exemple, là, je peux vous dire qu'en Arte, en 2005, 3 100 000 avec un documentaire sur l'Holocauste, par exemple, ou que M6, c'était Star Wars, la menace fantôme, avec 7 millions de téléspectateurs, ils avaient fait. C'est fou. Voilà. Bref, donc... Si ça te convient, une petite chronique à suivre dans les prochaines semaines. J'adore, c'est notre petit bout d'histoire à nous. Exactement. Donc, franchement, c'est trop chouette. C'est une super chronique. J'ai hâte d'être la semaine prochaine du coup pour écouter la suite parce que vraiment c'était c'est chouette. Et comme moi je suis pareil que toi, j'ai hâte d'avoir les petits scores savoir où ils sont allés chercher les bouts de téléspectateurs comme ils ont pu. Bon écoute, avant de parler des chiffres d'avant, on va parler des programmes d'après, et c'est l'heure des programmes de la télévision de cette semaine. Voilà, alors à venir cette semaine, samedi soir, donc samedi 11 mars, j'ai retrouvé la date, hors vacances scolaires, je pensais que ça allait s'arrêter, mais non, on continue avec notre téléfilm Disney sur Sister le samedi soir, et ce sera La Belle et le Clochard 2. La Belle et le Clochard 2, un peu moins connu que les autres, mais très mignon. Téléfilm, hein. Toujours téléfilm. Toujours téléfilm, et en deuxième partie de soirée, on aurait pu croire que c'est le retour de Jafar de la semaine dernière, mais non, c'est La Petite Sirène 2. Donc c'est celui d'il y a 15 jours. Donc vous pouvez vous faire une soirée 100% Disney samedi soir avec La Belle et le Clochard 2 suivi de La Petite Sirène 2. Le duel du dimanche soir. Est-ce que tu as vu quel était le film de France 2 ? Comme je sais que tu regardes Beau Geste. Non, parce que je suis passé directement sur... En fait, ça finissait plus tard. Donc quand je suis passé sur Beau Geste c'est déjà commencé depuis un moment. Alors je vous avoue que je suis un peu... sur le bip, vous aurez compris le mot parce que je veux pas dire de gros mots en podcast. On peut en podcast, hein, tu peux y aller. Je suis un peu sur le cul du programme choisi par France 2 surtout, je m'y attendais pas du tout. Alors TF1, elle est là, elle revient parce que elle a été éludée à cause d'une finale de handball, donc elle va être là. C'est Wonder Woman. Tout à fait. Wonder Woman, donc de 2017. Ils ont mis le temps avant de la reprogrammer du coup. Ouais, ils ont mis quand même un mois, mais il faut savoir que les chaînes de télé donnent leur programme toujours 3 semaines à l'avance. Oui, donc du coup, et je pense qu'ils ont attendu que ils ont dû attendre pour l'annoncer. Mais c'est Wonder Woman, gros succès d'audience la dernière fois qu'il a été diffusé. Il marche toujours bien ce film. Encore une fois, peut-être parce que c'est pas un sequel, parce que c'est une origin story qui a du sens, sans être et c'est une origin story d'un personnage connu. Et accessible. Voilà,
je parlais l'autre jour avec quelqu'un qui bosse dans une boutique Disney, je dirais pas son nom, mais qui me disait que par exemple les produits dérivés Shang-Chi n'avaient pas marché du tout. Parce que Shang-Chi n'a pas non plus fonctionné beaucoup, parce qu'on en vient à faire des origin story de personnages qu'on connaît peu. La Wonder Woman, voilà, ça marche, c'est connu, et ça devrait fonctionner. Et donc je suis surpris de voir que France 2 va diffuser en face Get Out de Jordan Peele. Mais non. Alors là, on est à l'opposé de la deuxième étoile et de la comédie. Ouais. Ah, ça va donner un super première diffusion en clair. Il a jamais été diffusé à la télé. Ils vont faire un bide. Et je pense que ça risque d'être... on va en faire la communication, je pense, toi et moi, parce que moi je suis vraiment Get Out, puis Wonder Woman a déjà été multidiffusé, donc voilà. Mais vraiment, ouais, si vous avez l'occasion de voir Get Out, enfin, à mon avis, les gens qui nous écoutent ont vu Get Out, je pense. Ouais, mais moi, en tout cas, on a entendu parler. Tu vois, moi je l'ai pas revu depuis le cinéma. Je l'ai vu qu'une fois, et dimanche, je me suis dit, comme en plus je regarde via Canal, et donc via Internet, ma vue sera comptabilisée, je vais me mettre devant Get Out. Je pense que je vais me mettre devant Get Out aussi, parce que ma femme l'a jamais vu, et elle qui n'aime pas les films d'horreur, je trouve que c'est quand même une bonne porte d'entrée, c'est pas mal. C'est vrai. Donc je suis vraiment très 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 surpris par ce... Complètement. Vraiment oser mettre Get Out en prime un dimanche soir, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je vais vraiment arrêter au début du générique maintenant la chaîne, parce que je suis vraiment beaucoup plus teasé quand tu me donnes les résultats pendant le podcast que quand je le sais à l'avance. D'accord, ça marche. Alors à noter du cinéma sur Canal+, le dimanche soir, ça n'arrive jamais, puisqu'il y a du rugby en général, voire de temps en temps du foot quand ils ont les droits de certaines compétitions, mais là c'est la nuit des Oscars. Et du coup Canal+ va commencer avant, en Access Prime Time, avec En attendant les Oscars, puis un film, c'est Elvis, super. qu'on avait eu donc cet été en salle, bien sûr. Suivi de la nuit des Oscars jusqu'à 1h du matin, donc après Elvis jusqu'à 1h, où on va commencer à parler de la soirée, voilà, en plateau, sur place, en direct des États-Unis. Et à 1h, la cérémonie en direct des Oscars sur Canal. Donc en fait, ils font une grande soirée cinéma. Je trouve ça plutôt cool. Alors je vais vous avouer que autant j'ai fait du direct to Discord pendant les Césars, puisque c'était à 21h jusqu'à 23h30. Là je vous avouerai que les Césars à 1h du matin, je suis pas sûr d'assister en direct à la cérémonie, et plutôt vous délivrer les gagnants sur Twitter et sur Discord le lendemain matin. Je pense qu'on fera ça, et puis surtout on va débriefer ensemble dans notre prochaine émission de Netflix, et on a hâte de vous en parler, donc ce sera donc sur Canal+. Sur Arte, ce sera Rebecca d'Alfred Hitchcock. Donc on va voir s'ils arrivent encore une fois à taper vers le million. C'est pas le plus connu d'Alfred Hitchcock. Non, c'est vrai. C8 continue avec ses films, on va dire, un peu plus patrimoniaux, avec Un cœur en hiver de Claude Sauté. Sur W9, ce sera Mon garçon. C'est une comédie avec un thriller, avec Guillaume Canet, sorti en 2017, si ça vous dit quelque chose. Mon garçon ou Mon poussin sur TFX. Alors Mon poussin, c'est une comédie, moi je l'ai pas vu du tout, ça me parle pas du tout ce film. Non, c'est pas terrible. Et Twilight 3 sur Sister, mais encore une fois, on sera vraiment focus, je pense, sur Wonder Woman face à Get Out. Ça va vraiment être un sacré duel. C'est fou, France 2 tente des choses vraiment extraordinaires. On a eu Terminator Dark Fate, on avait eu comment c'était le polar norvégien Millennium, L'année dernière, on avait eu Three Billboards. Donc, franchement, c'est chouette. Lundi soir, lundi 13... Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Lundi 13, sur France 3, ce sera Django Unchained. Alors là, on passe, aussi... le Tarantino. Le Tarantino. Alors, film interdit aux moins de 12 ans. La dernière fois qu'il est passé sur TF1, il avait été censuré. Alors, est-ce qu'il va être coupé en deux ? Est-ce qu'il va être en deux parties ou censuré ? Je pense qu'il va être censuré, parce que ce qui s'était passé avec Once Upon a Time in Hollywood, c'est que la version, donc la partie violente, était idéalement à la fin du film. Donc France 2 avait pu découper le film en deux parties et annoncer la deuxième partie du coup pour pouvoir l'interdire en moins de 12 ans. Là, étant donné que le film est violent de bout en bout, ça va être très compliqué de le diffuser en prime time sans le couper. C'est ça, donc à voir, mais ce sera sur France 3. Sur M6, quand même un petit événement, puisque c'est E égale M6 en prime time. On sait que c'est une émission culte, mais elle est rarement diffusée à 20h50. Et je pense que je vais regarder parce que ça s'appelle Les vraies solutions pour maigrir. Donc je pense que ça pourra m'être utile. Mais en tout cas, assez surprenant de voir E égale M6 en prime time. Alors il y a une version E égale M6 Family qui est en prime time sur Gulli régulièrement le dimanche. Mais là c'est sur la grande chaîne. Et d'ailleurs peut-être qu'un jour je pourrais vous parler des audiences de E égale M6 qui sont stratosphériques. Ça cartonne le dimanche soir. Vraiment, les gens, surtout que c'est plutôt très bien positionné, c'est après le début du JT, c'est comme vers 20h20, donc on peut tout à fait regarder les infos pour les gens qui sont assez accros aux infos, et après en attendant le film du dimanche soir, c'est une petite parenthèse scientifique
E égale M6, quand on était enfant, ça parlait des volcans, ça parlait des planètes, ça parlait de tout ça. Maintenant, ça parle de la science du quotidien. Y a comment ne pas choper de rhume, comment réussir sa lessive, comment faire du bio, etc. Et ça cartonne. Sur Arte, ce sera un drôle de paroissien. C'est un film avec Bourvil, un vieux film avec qui, bref, me rappelle quelques souvenirs personnellement que j'avais vu pas à sa sortie, j'étais pas né, hein, Bourvil est mort en 70, mais voilà, c'est un film de Jean-Pierre Mocky, je crois bien, en fait, où Bourvil va aller piquer les troncs, se faire passer pour un catholique, mais voler l'argent etc. C'est assez amusant. Et le duel, le fameux duel du lundi soir entre W9 et TMC des blockbusters. On repart à zéro avec de nouvelles sagas, entre guillemets. W9 va diffuser Évasion. Avec Schwarzenegger, etc. Et sur TMC, ce sera Batman Begins. Donc il faut s'attendre à 3 lundis, sans doute, autour de Christopher Nolan, donc c'est chouette. Ils ont des sacrés droits quand même, TMC, entre Star Wars, les Marvel et maintenant les Batman de Nolan. TMC, c'est TF1, et donc on sait que TF1, ils ont les droits Warner 100%, ils ont les droits de la plupart des Marvel, enfin des Marvel très récents, mais même je crois que maintenant ils les ont quasi tous. Ils ont les droits de Disney, des Disney cinéma, attention, enfin je m'exprime mal, mais pas des dessins animés. Tout ce qui est dessin animé, Pixar, tout est à M6, mais TF1, eux, ils ont les films, donc ils ont Star Wars, puisque les live action c'est aussi M6, mais bon bref, et du coup ça fait quand même des sacrés droits. On va se coucher tard, parce que les Nolan ils sont quand même... ils sont pas courts, c'est clair. Et notez que sur TF1 Série Film, en fait ça a commencé lundi, je n'en ai pas parlé la semaine dernière, mais on a des soirées consacrées aux inconnus, tous les lundis soirs avec leurs plus grands sketchs, donc ça peut être sympa. Mardi, vous en avez l'habitude sans doute sur Canal+, c'est la soirée Art et Essai, et ce sera donc chronique d'une liaison passagère. Je suis passé à côté. Et je suis passé à côté également. M6 Cinéma Insaisissable 2, le premier est diffusé ce soir mardi. C'est juste un peu pénible, c'est que ça... Enfin, bon là c'était déjà le mardi, mais en l'occurrence, encore une fois... c'est un créneau qui change toutes les 2 semaines ou 3 semaines, et c'est un peu compliqué. C'est un créneau qui change beaucoup et c'est un petit peu pénible. Mais bon voilà, vous le saurez, ce sera sur M6. Et moi je l'aime plutôt bien, ce numéro 2 d'Insaisissable. Alors bon, à vous de vous faire votre opinion. Et c'est marrant qu'ils trouvent pas un créneau fixe, parce que c'est vrai que finalement les gens réfléchissent plutôt à l'inverse, c'est-à-dire tiens c'est dimanche, il doit y avoir un film sur la 1 et sur la 2. Mais c'est ça. Et là tu dis c'est mardi, il y a un film sur M6, ah bah non pas cette semaine mais la semaine dernière oui. Donc c'est vrai que c'est compliqué parce que si t'es fan de cinéma, il te faut ton créneau en fait, te dire tel jour telle chaîne, tu sais que t'as un film qui soit bon ou pas, et c'est vrai que c'est dommage de la part d'M6 de changer ce créneau en permanence. Complètement. Surtout à noter que point de vue cinéma, c'est W9 qui va être le premier concurrent d'M6, c'est-à-dire qu'ils se mettent l'un en face l'autre, et ce sera Maléfique. Ils décident vraiment W9 et c'est plutôt pas mal je trouve les mardis soirs, comme ils savent que les enfants, les jeunes peuvent être devant la télé. Certains peuvent se coucher plus tard. Certains peuvent se coucher plus tard et surtout, alors là c'est c'est pas un scoop parce que vous pouvez voir l'info si vous cherchez les programmes télé sur internet, mais quand même TFX, on a l'habitude de dire qu'ils ont leur blockbuster du mardi soir. Donc on a vu les Hobbits récemment, il y a eu Jackpot, on en avait parlé, etc. Et là, c'est la première fois que je vois ça, c'est un film inédit, jamais passé à la télé. Mais non. Pour une première diffusion, c'est un film qui s'appelle Suspicious. C'est un film de Philip Noyce, c'est un thriller avec... J'ai mis n'importe quoi. J'ouvre mon petit programme télé. Alors c'est Suspicion en français, Suspicious, donc sur TFX, un inédit sorti en 2019 au cinéma avec Jack Huston, Emilia Clarke et Johnny Knoxville. Ça se passe dans une petite ville pauvre du Kentucky. On a une jeune femme qui est séduite par un agent du FBI et qui va devenir son informatrice et ça va très mal se passer. Et c'est vraiment surprenant de voir un film inédit. Alors, c'est TF1 qui a dû acheter les droits de ce film. Bon, peut-être qu'ils se sont dit que pour TF1, c'était pas assez porteur en prime time, mais alors on aurait pu imaginer qu'ils le mettent tout simplement sur TMC. Mais alors, c'est bizarre parce que du coup, là, ils annoncent que c'est un film, donc il a eu son créneau cinéma. Bah, sans doute, puisqu'ils annoncent que c'est un film inédit. Ça me dit rien du tout, ce film. C'était en 2019, alors peut-être que ça a pas fonctionné du tout. Alors, il y a eu beaucoup de films qui ont eu ce qu'on appelle des séances test entre les deux, au début du Covid, à la fin du Covid et entre les deux, parce que justement, ils voulaient les sortir le plus vite possible en VOD, mais qu'ils aient quand même l'appellation film-cinéma. C'est ça. Et donc, c'est possible que, ça peut être ça, ça peut être aussi un film de plateforme qui arrive directement ici, mais en tout cas, c'est jamais passé à la télé. Et comme d'ailleurs, en parlant de plateforme, je te coupe, on a vu que Prime commençait tout doucement à vendre les droits de certains de ses films exclusifs, comme par exemple le Bal des Folles,
qui va bientôt être diffusé à la télévision, je crois, si c'est sur France 5. Ouais, c'est possible. Et il faut savoir aussi que, a priori, il y aurait un deal entre Netflix et TF1 pour diffuser 8 rues de l'humanité, le film avec Danny Boone. Avec Danny Boone, de Danny Boone sur le confinement, qui d'ailleurs visiblement n'a pas marché très fort. Pas très très bon. Donc voilà, Suspicion. Donc j'avoue que ça pique ma curiosité mardi soir et que je pourrais bien le regarder. Mercredi soir, on apprend que France 3 a revendu les droits. Cette phrase est folle. Hein. France 3 a revendu les droits de Dracula Untold, puisque il atterrit là, il aurait dû rester sur NRJ12. Ouais. C'est-à-dire que c'est tout à fait un film pour NRJ12. C'est pas péjoratif, mais c'est pour le public d'NRJ12. Ouais. On rappelle que France 3 avait récupéré les droits pour le passer le 26 décembre à 23h. Et c'est reparti. NRJ12 qui se casse la gueule en ce moment. On sait pas combien de temps ils vont rester à l'antenne, mais c'est très compliqué pour eux. Là. Je vois à chaque fois en soirée, ils sont à moins de 100 000 téléspectateurs. Ouais, c'est compliqué. Vraiment. C'est compliqué et à voir ce qu'ils vont faire avec Dracula Untold. Par contre, je suis très surpris de voir que C-Star, donc la chaîne de la musique qui de temps en temps passe un film, et bien là c'est de l'artillerie lourde mercredi soir puisqu'ils vont passer Logan. Oh. Logan quand même qui ses dernières diffusions c'était sur TF1. Bah ouais. Et il passe donc de TF1 à C-Star. Alors il a dû peut-être être diffusé une fois sur C8 si je dis pas de bêtises. Oui. Mais possible, quand même sur C-Star, c'est un film qui marche très très fort. Il va falloir suivre ça d'un peu plus près. Ouais, complètement. Et comme je vous parle souvent d'RTL 9, mais que j'annonce rarement leur programme, j'en profite pour vous dire qu'il y a dans La Vallée d'Ella un très beau film avec Tommy Lee Jones, très chouette que film. Personnellement j'ai découvert justement sur RTL 9 lors de sa précédente diffusion, il y a 2-3 ans, et j'avais trouvé ça vraiment très sympa. Jeudi soir, les Chevaliers du Fiel sont en direct sur C8 pour un spectacle. C'est à noter parce que des spectacles en direct à la télé, c'est de plus en plus rare. Donc notez-le bien. Et souvent la captation son est pas terrible. Ça arrive quand c'est en direct, malheureusement, ouais. Sur TMC, on continue la saga Hunger Games. Bien sûr. Sur TF1, série film L'Arme Fatale 2, après le 1 jeudi dernier. Et NRJ12, on en parlait tout à l'heure, qui va diffuser un documentaire sur le cinéma, et plus particulièrement sur un acteur en prime time qui s'appellera Jean Dujardin, de Loulou aux Oscars. Donc ils vont retracer toute sa carrière, donc ça peut être assez intéressant, en espérant encore une fois qu'il fasse de l'audience. Et du côté de Chéri 25, on ose diffuser un film français qui n'avait pas très bien marché à l'époque en salle et qui, pour cause, c'est un film presque d'horreur, c'est Dans la brume. Je sais pas si tu te souviens de ce film-là, moi je l'ai pas vu. J'ai hâte, tu vois, il y a peut-être moyen que je me cale devant ma télé parce que ça fait des années que je veux le voir et qu'il passe forcément dans les watchlists. Exactement, et moi aussi, et je me dis que ça pourrait être le cas jeudi prochain. C'est bien. Sur Chéri 25. C'est chouette. Et enfin vendredi, alors déjà je vous le dis tout de suite, c'est le spectacle de Juliette Armanet sur Canal+, donc pas de blockbuster vendredi soir. Sur TF1, c'est pas du cinéma, mais je l'attends parce que ça fait 3 ou 4 ans qu'il n'y en a pas eu. C'est la grande soirée du Palmacho. Où ils font leur sketch. Oui, c'est vrai qu'ils reviennent, ils ont annoncé ça sur internet. Et ce ne sera que des inédits en plus. Oh, super. Et ça, ils l'avaient fait, je crois, la dernière fois en 2019 et la fois d'avant en 2016-17. Il faut rappeler qu'au départ, c'était sur l'époque Direct 8, C8, D8, pardon, puis que TF1 a racheté les droits et que TF1 donc, diffuse aussi les films du Palmacho et va donc là pouvoir diffuser en prime time toute une soirée vendredi soir, donc c'est chouette. M6. Pas de cinéma parce qu'il y avait Les Enfoirés, souvenez-vous. La Famille Bélier, ce vendredi-là. Et bien la semaine prochaine, ils ont reviré le cinéma. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est impossible à suivre et c'est vraiment pas terrible pour les téléspectateurs. Non, puis c'est pas terrible pour les films non plus, quoi. Bah non, c'est ça. Et du coup, ce sera à la place recherche appartement ou maison. Que sont-ils devenus? Bref. Bon. Très très peu d'intérêt. Mais la bonne surprise, c'est que France 3 passe un film vendredi soir. Alors pourquoi? D'habitude, le vendredi soir, en plus, ce qui est bizarre, c'est que François, le vendredi soir, c'est plutôt des documentaires sur la télé des années 70-80 ou sur des chanteurs des années 70-80. Et là, ils font carrément du blockbuster, puisque ce sera La Planète des Singes Suprématie. Oh, en plus, c'est le troisième. C'est le dernier. Oh. C'est pour ça, ouais. Ça n'a aucun sens. Ils n'ont pas passé les deux d'avant. Et c'est passé sur aucune autre chaîne, donc du coup, les gens ne pourront pas suivre ça s'ils ne seront pas vus les deux premiers. France 4 avait passé le reste, ou comme TF1 Série Film, souvenez-vous, qui avait fait les Ocean avant de mettre le 8 sur TF1. Là, le 3 sort de nulle part. Mais c'est fou. Donc à voir les audiences. Et après, il y aura un film de Michael Mann qui est assez peu connu, qui s'appelle Hacker. Ok. Allez, petite parenthèse rigolote. E égale M6, une solution pour maigrir, ça pouvait me concerner lundi soir. En tout cas, vendredi soir, France 5 nous exclut de sa programmation. On risque pas de regarder ce programme puisque ça s'appelle La Revanche des Chauves. C'est un documentaire sur les personnes qui perdent leurs cheveux et qui, en fait, au final... on va vous parler de Jason Statham, on va vous parler de Franck Leboeuf, on va parler de finalement... C'est assez rigolo, voilà, ça m'a fait sourire d'avoir qu'il allait avoir ça. C'est pas mal. Gulli va diffuser Shrek 4 pour un vendredi soir, sympathique. Pourquoi pas. TF1 Série Film, c'est Pan.
et en fait il surfe sur la Pan, le film Peter Pan, voilà, parce qu'en fait il surfe sur la sortie du live action Peter Pan dont on parle et beaucoup, Wendy qui va sort exclusivement sur Disney+, et du coup je pense que pour les gens qui sont un peu frustrés, ils sont peut-être dit ça peut être l'occasion. Là la frustration est très grande, hein, parce que c'est quand même un grand réalisateur, c'est un réalisateur très apprécié des cinéphiles qui le sort. Le film a l'air vraiment sombre et tentant, et je sais pas ce qu'ils ont avec ce Disney+, à vouloir mettre des live action là-dessus, alors qu'ils sortent la petite sirène que tout le monde refuse, et ils le sortent au cinéma. C'est vrai vraiment, que moi je suis moyennement enthousiaste parce que bon, ça avait beau être Robert Zemeckis, le Pinocchio, visiblement il était très bof, et moi j'adore la version 2003 de Peter Pan qui méritait d'être vraiment plus connue sur Twitter récemment. Et enfin, c'est un peu trop tard pour vous en parler parce que ça a commencé déjà la semaine dernière, mais RTL9 arrive à la fin de son cycle Mad Max. Il avait diffusé le 1, le 2 et donc le 3. Mais je pense pas qu'il y aura Fury Road puisque c'est toujours France 2 qui doit avoir les droits. Fort possible. Voilà donc pour le tour d'horizon des programmes. J'ai adoré les programmes cette semaine parce que il n'y a pas énormément de choses, mais en même temps, il y a plein de petits trucs. Pourtant, on est hors vacances scolaires, il n'y a plus aucune zone en vacances. Et des exclus, des films vraiment qu'on n'aurait pas pu voir à la télé normalement. Et des grandes chaînes qui tentent des choses, c'est vraiment chouette. Donc, si la semaine suivante est du même acabit, j'ai déjà hâte d'être là la semaine prochaine à ce même micro. Eh ben complètement, puisqu'on a terminé cette émission, on est arrivé à la fin de notre programme, notre chronique TV, nos news et tout le reste. On espère que cette émission vous aura plu, elle ne sera qu'en audio cette fois-ci, nous avons des petits soucis vidéo, rien de bien grave, nous reviendrons en vidéo très bientôt, nous reviendrons peut-être même en direct, si tout va bien. Donc voilà, ce jour-là, nous serons sur Twitch et sur YouTube, nous serons là en après-midi, il y a peu de chances que ça se fasse en soirée, mais en tous les cas, nous serons en direct et vous pourrez suivre forcément le replay ensuite sur YouTube, sur Twitch et aussi en audio. On fera ce qu'il faut pour que vous l'ayez à temps, comme à chaque fois. Donc voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous inscrire sur les réseaux sociaux, Instagram, sur les podcasts, à nous suivre sur les podcasts et pas juste nous écouter sur un épisode comme ça en inédit. Donc voilà, merci de commenter, merci de noter 5 étoiles, 4 étoiles, 3 étoiles si vous avez trouvé ça à peu près moyen. Voilà, mais en tout cas de nous noter et de commenter à peu près partout et de nous rejoindre sur Discord. Bonsoir à tous.